Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons parler sexualité décomplexée et moderne. En tous les cas, moi je le définis comme ça. Avec une invitée hors pair, formidable pour le sujet justement, une experte, on va dire ça plutôt comme cela, qui est Lucille Bellon. Elle est journaliste de l'intime. Elle est autrice, elle est aussi animatrice de podcast. Elle écrit plein de choses que je vais vous présenter et dont nous allons discuter. Dans quelques instants. Coucou Lucille. Bonjour, Comment vas-tu? je vais bien, je vais plutôt bien. C'est vrai, ça va? Bon, tant mieux. Alors, ce matin, nous allons parler sexe, sexualité. Hein? On adore ce sujet. Bien sûr. Raconte-nous un petit peu ton parcours, s'il te plaît. Alors moi je suis journaliste depuis plus de 10 ans. À l'origine j'écrivais des critiques cinéma, donc c'était vraiment lié à la culture. Et puis il y a un peu plus de 6 ans, j'ai commencé à travailler sur un projet spécifique chez Slate.fr qui était en fait un courrier du cœur. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle en France. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus glorifié. On appelle ça des colonnes. Et où les gens écrivent leurs problématiques psychosexuelles, sociales, sociétales. Et le but de Slate à propos de ça, qui n'est donc pas un magazine féminin, qui est un magazine généraliste qui parle d'actualité, c'était un peu de faire une photographie de la société française à travers les problématiques personnelles des gens. Donc, à partir du moment où cette chronique a été lancée à l'écrit, j'y ai répondu une fois par semaine depuis plus de 6 ans. Cette chronique est devenue un podcast et je me suis en fait vraiment passionnée toutes ces années sur toutes ces problématiques qui vont de problématiques vraiment purement sexuelles à ma femme n'a pas envie de faire l'amour avec moi, je ne bande pas, je ne comprends pas mes désirs, à des problématiques qui vont aller à je suis célibataire et je le vis très mal. On me fout la pression pour me mettre en couple. Il y a plein de choses comme ça où j'ai des enfants et je sais pas si j'ai pris une bonne décision. Enfin, il y a plein de problématiques comme ça qui sont abordées dans cette chronique toutes les semaines. Et c'est devenu donc un podcast. Et puis par la suite, spécifiquement sur la question de l'intime et de la sexualité, j'ai senti en tant que journaliste qu'il y avait un vrai sujet, qu'il y avait quelque chose qu'on trimballait encore beaucoup de tabous, que les gens étaient assez malheureux avec leur sexualité et leurs désirs. Mais principalement, pas parce qu'il y avait des raisons en fait, principalement par méconnaissance d'eux-mêmes et par des problématiques de jugement de la société, enfin surtout de croyances sur qu'est-ce qu'on attend de nous dans la société. Donc j'ai commencé à travailler ainsi un peu plus dessus. Et depuis 3 ans en podcast aussi, j'ai le podcast Première et Dernière fois, où des gens me racontent pendant une bonne heure leur vie sexuelle de leur première fois, ce qu'ils considèrent être leur première fois sexuelle, à la dernière fois au moment où on se parle, qui peut être il y a 6 mois, il y a 2 ans ou il y a 20 minutes. Et tout ce qui s'est passé entre les deux. Le but est de raconter des gens, encore une fois, de raconter la France, raconter notre société, parce que je pense aussi qu'il y a des choses qui sont aussi inhérentes à notre société à nous. On ne peut pas utiliser tous les matériels internationaux pour nos problématiques à nous en France. Et puis, du coup, le but aussi est de raconter que tout ça est très fluide et que ça évolue, qu'on change au long de la vie, qu'on peut avoir des envies, des désirs qui vont s'éteindre ou qui vont s'allumer, qu'on peut partager des choses avec des gens ou partager de l'amour, mais pas forcément partager une sexualité en commun. Qu'on peut aussi réfléchir à comment faire famille autrement que dans un couple monogame hétérosexuel, comment on peut réfléchir à sa sexualité de manière beaucoup plus liée à soi, plutôt que d'obliger à passer par le couple. Il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Il y a une 50aine de témoignages qui existent et qui sont disponibles sur les plateformes de podcast. Et puis en parallèle, du coup, de tout ce travail en audio et en écrit sur l'intime, j'ai commencé à écrire des livres sur le sujet avec les éditions Le Duc pour l'instant. On a sorti donc le livre de ma chronique C'est compliqué de Slate qui s'appelle Aimer c'est compliqué, mais on a sorti aussi un Kama Sutra féministe et un livre de masturbation féministe. Exactement, je les ai aussi avec moi.
Et le but, c'est vraiment de réfléchir à la sexualité sous un angle féministe, ça c'est évident, mais pas sous un angle qui enlève complètement les hommes de l'équation, par exemple. Ou enlève la notion de couple et de partage de l'équation. Il y a vraiment, le but n'est pas de s'enfermer sur soi. Sur la masturbation, c'était aussi intéressant, c'était de réfléchir à la masturbation tout au long de la vie et pas juste comme un apprentissage qu'on fera au début. Parce qu'en l'occurrence, on peut avoir besoin de sexualité non pénétrative à plein de moments dans la vie. Quand on a eu des enfants, quand on est en ménopause, en préménopause, quand on en a marre, quand on n'en a juste pas envie. Il y a plein de moments où on peut réfléchir à la masturbation comme une pratique sexuelle à part entière en tant que femme, mais aussi comme pratique sexuelle de couple à part entière. Et le livre essaye vraiment de développer tout ça, c'est-à-dire des idées qui sont très sex-positives, très féministes, mais aussi concrètes. Parler aussi de sexualité, parce qu'il y a des très bons livres qui sont sortis sur le sujet récemment. Je l'ai à côté de moi, je vais vous montrer. C'est pas mon livre, mais il y a Jouissance Club qui est là, Oui. Qui est le livre de référence pour tout le monde sur la masturbation en ce moment, qui parle de pratiques pures. C'est un très bon livre pour comment placer ses doigts et tout. Je pense que c'est aussi plutôt pour un public assez jeune. Par rapport au ton utilisé, par rapport au tutoiement et à la culture que ça représente. C'est une culture très Instagram. Mais pour le coup, moi, j'ai voulu aussi parler d'érotisme parce que on parle de sexualité et c'est bien. Mais la sexualité, le désir, c'est aussi tout ce qui va autour. Et le désir, c'est dans l'air tout le temps, en fait. Ça va avec des messages qu'on s'envoie, une image qu'on a vue. C'est pas forcément des images pornographiques, ça peut être aussi des choses qui nous excitent, qui nous font nous sentir bien. Des matières qu'on aime toucher, des odeurs qu'on aime sentir. Et je pense que ça participe à notre sexualité. Donc ces livres-là, leur but, c'était vraiment aussi de se dire que la sexualité est partout, qu'il n'y a pas de honte à ça, à tous les âges de la vie, et ça c'est important. Il n'y a pas juste un créneau entre 18 et 35 ans et après c'est fini. Et du coup, une infinité de pratiques qui sont vraiment purement personnelles. On peut écrire tous les guides qu'on veut. Le meilleur guide aussi, c'est soi-même et les pratiques qu'on va décider d'avoir. Oui, donc je t'ai fait un petit topo, mais voilà, globalement, je fais ça. Oui, j'adore. Très bien, merci. Bonne entrée en matière. Tu parles quand même, l'avantage de ces deux livres en tous les cas, là, permet de dire voilà ce qui existe, en gros, aujourd'hui. Mais bien sûr, cette liste-là n'est pas exhaustive. À vous d'en faire aussi un mix d'une certaine manière. Faites votre petite cuisine avec ça. C'est ça. Mais ça existe. Et donc, que l'on ait effectivement 18, 25, 30 ans, enfin, ou beaucoup plus, tout est possible. Et il n'est jamais trop tard aussi pour découvrir sa sexualité. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis très bien. Tu dis à plusieurs reprises, finalement, même dans le petit traité d'éducation féministe que tu n'as pas cité, mais celui-là existe et il est très bon aussi. Tu parles effectivement d'explorer son corps et l'importance d'explorer son corps et aussi comment on parlait déjà à nos enfants, parce que ça passe aussi par l'éducation. C'est-à-dire que quand on a une éducation assez ouverte sur le sujet, et en tous les cas, en mode voilà, ton corps n'est pas sale, il est important. Et justement, déjà, tu es la seule personne à pouvoir y toucher. Ça, c'est important aussi de le dire. Protéger nos enfants par rapport à ça, mais aussi, c'est ton corps. Et donc, toi, tu as le droit de te toucher. Et c'est normal. C'est normal et c'est important d'explorer son corps tôt pour en faire après avoir une sexualité épanouie. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ça. Je pense que ça fait partie des tabous qu'on traîne un peu. Ce truc de on ne sait pas trop quoi faire avec la sexualité de nos enfants. Et ils en ont une en fait. C'est comme ça. À partir du moment où les enfants commencent à avoir conscience d'eux-mêmes et de leur corps, à se laver eux-mêmes, à se toucher eux-mêmes, ils se touchent en fait de manière non sexuelle, mais le fait est qu'ils se touchent et découvrent que certaines choses sont agréables. C'est des problématiques que tous les parents ont. Que beaucoup de parents décident de ne pas voir parce qu'on ne sait pas trop quoi faire et on n'a pas de conseils. On se dit aussi que c'est vite malsain, un adulte qui se mêle de la sexualité des enfants. En l'occurrence, dans le livre, j'en parle un petit peu aussi sous un prisme spécifique, c'est celui du consentement. En tant que féministe, on a beaucoup parlé du consentement sur des questions purement sexuelles, à dire que le consentement, c'était un énorme sujet sur les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles, les viols. Et en réalité, le consentement et l'apprentissage du consentement, ça s'apprend sur vraiment beaucoup de choses et très très vite chez les enfants. Et ça va après planter des graines qui vont servir
dans la sexualité, dans la construction de la personnalité. C'est très très con, mais c'est un exemple que tout le monde comprend. Obliger son enfant à faire des choses, parfois on est obligé en fait. Obliger son enfant à prendre un bain ou obliger son enfant à faire ses devoirs, c'est normal. Par contre, obliger son enfant à embrasser un adulte, à lui faire la bise alors qu'il n'en a pas envie et qu'il exprime clairement qu'il n'en a pas envie, mais qui peut le dire bonjour à cette personne de manière, d'une autre manière, c'est-à-dire en faisant un check, en faisant salut, en disant bonjour. Exactement, il y a plein de façons d'être poli sans devoir physiquement toucher quelqu'un d'autre. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose... Il y a des gens qui ont fait vraiment un bastion comme ça de la politesse. Les enfants doivent apprendre, on doit vraiment les mater, ils peuvent pas être capricieux. Mais cette réflexion à ce niveau-là, de dire qu'il y a une personne forte, en l'occurrence un adulte, qui va t'imposer quelque chose et qui a tous les droits sur ton corps, c'est vraiment une pensée néfaste. Et une fois qu'on a mis en place des choses saines, comme tu es la personne qui a le droit de toucher son corps dans la mesure où tu respectes le principe d'intimité, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux dans la chambre, dans la salle de bain, quand tu es tout seul. Tu as des problèmes, tu as des questions, on en parle. Tu as mal quelque part, on en parle. Et ça concerne aussi les zones intimes. C'est important pour les petites filles qu'on puisse parler des zones intimes et comprendre. Parce qu'il y a des petites filles qui font des infections urinaires, il y a des questions d'hygiène. Il faut qu'on puisse en parler, et donc il faut le dire. Parce que d'elles-mêmes, elles n'auront pas le réflexe de le faire. Et puis ensuite, dire les adultes n'ont pas de droit sur ton corps. Ils ont un rôle d'apprentissage, mais ils n'ont pas le droit sur ton corps. C'est quelque chose qu'on va pouvoir après garder avec soi et se dire, adulte, il n'y a pas de personne de pouvoir qui a du pouvoir sur mon corps en fait. C'est juste mon corps, c'est moi qui ai ce pouvoir. Et ça, toutes ces questions-là sont des questions qui vont avoir des influences énormes sur la sexualité après. Même si, en l'occurrence, on n'a pas l'impression de parler de sexualité. Mais ça en a vraiment. Et c'est ces graines-là dont je parle dans le livre, de planter vraiment ces graines importantes pour la suite, qui du coup nous sortent complètement de ce dont on a peur, c'est-à-dire la pornographie, les choses qu'on pourrait estimer être pas de notre ressort. Il y a une peur aussi de parler de notre propre sexualité. Il y a ce truc aussi de se dire, quand les enfants vont commencer à être ados ou pré-ados, le premier truc qu'ils vont penser si on n'a jamais parlé de sexualité à la maison, c'est « Ah, mes parents, ils le font ». Il y a plein d'ados qui sont traumatisés avec ça, ou qui apprennent et qui se disent « Ah, mes parents l'ont fait pour m'avoir, à minima ». Et du coup, si on n'a jamais abordé cette question-là du plaisir hors de la procréation, on ne dit pas tout le monde le fait. Les enfants se disent direct, mes parents l'ont fait. Et donc c'est dégoûtant. Alors que si on en a parlé depuis des années, c'est-à-dire depuis que l'enfant a l'âge d'en parler de manière à chaque fois adaptée à son âge évidemment et à son niveau évidemment, mais de dire la sexualité c'est pas dégoûtant, c'est pas procréatif non plus, ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde à plein de niveaux différents, mais c'est chouette de prendre du plaisir. On n'a pas ces pensées négatives et un peu ah, mes parents c'est dégueu, la sexualité c'est dégueu, parce que ça a un autre sens en fait et ça nous concerne soi aussi. Dire à l'enfant quand on parle de plaisir et de sexualité, ça te concerne toi aussi, ça permet d'être beaucoup plus sain dans son rapport à ça. Ça peut être aussi dans le rapport avec les gens qui s'embrassent dans les films ou ce genre de choses. En fait, il faut remettre du sens dans tous ces trucs-là et éviter d'en faire des espèces de fantômes qui font peur comme ça et qui sont un peu dégoûtants. C'est normal que les enfants aient ce truc de les adultes, mais pas aussi négatif que mes parents le font, qui est souvent un truc assez traumatique et qui est souvent moqué. D'ailleurs, on s'en rend compte, c'est un vrai sujet, c'est souvent moqué dans les comédies. Dans des films comme American Pie, le truc le plus gênant quand on parle de masturbation, c'est ton père qui vient s'asseoir à côté de toi et qui te montre une capote. Il y a toujours ce rapport un peu comme ça où on se dit mais pourquoi cette personne me parle de ça? Parce que cette conversation, elle aurait dû avoir lieu il y a des années, quand déjà c'est moins tendu en termes de relationnel, mais aussi parce que du coup on n'est pas en train de parler de la sexualité de la personne qui nous tend la capote, mais on est en train de parler de sexualité de manière plus générale, plus sociale. Et donc, c'est moins chargé en trucs négatifs, quoi. Mais c'est vraiment pour moi des principes d'éducation importants parce que ça peut paraître être des détails, mais qui marquent tout au long de la vie. Et je le vois dans mon travail sur le témoignage. Il y a des gens, des femmes en particulier, mais des gens, même des hommes, qui mettent des années à être à l'aise avec leur rapport à la masturbation parce qu'on leur a jamais, alors je vais pas dire appris à se masturber, mais on leur a jamais donné appris que c'était... que rien n'était grave, aussi. Que tout était normal, que parfois avoir du mal en se masturbant c'était normal, que le rapport à l'éjaculation, j'en parle dans le livre.
Il y a énormément de jeunes garçons qui, comme du coup, ils n'ont jamais eu de discussion sur le sujet, qui n'ont pas de matériel intellectuel sur le sujet. Aujourd'hui, il y en a qui existent, mais des générations antérieures, il n'y en avait pas du tout, et qui, quand ils se masturbent pour la première fois, découvrent l'éjaculation et sont extrêmement choqués. Et se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait pipi dessus, Quoi c'est ça? dégoûtant, qu'est-ce que je fais? Et là, on a une détresse qui se crée et qui peut se continuer en fait tout au long des années comme des petits traumatismes comme ça qu'on traîne sur sa vie sexuelle de mon sexe c'est dégoûtant, l'éjaculation c'est dégoûtant. Ça concerne vraiment les petits garçons et les petites filles et tous les enfants. Je pense vraiment qu'on est en train d'engager un tournant qui est vraiment intéressant. Il y a enfin des livres passionnants qui sortent sur le sujet et qui parlent aux enfants. C'est pas des livres que les adultes vont s'acheter pour les lire puis faire un cours à leurs enfants. C'est des livres qu'on peut laisser dans sa bibliothèque et dire vas-y, serre-toi. Ça parle de toi. Il y a aussi de très bons livres sur les règles pour enfants, De pour les plus en jeunes plus, filles, ouais. Exact. ce qui n'était pas le cas avant, où on avait de la théorie pour les adultes et où bah, les femmes, les mères, les sœurs devaient se démerder un peu pour faire le cours et souvent un peu lâcher l'affaire. Là, aujourd'hui, on peut aussi, et c'est une valeur importante, valoriser l'intelligence de l'enfant, valoriser son expérience et se dire tu es capable de comprendre et si tu ne comprends pas, bah, on en parle. Mais je te juge pas. Moi, Mais j'ai de la par chance, exemple, enfin, j'ai une des préado en ce parents qui moment savent et je lui pas, dis serre-toi dans la bibliothèque. bien sûr, ou alors des parents qui ne savent pas en parler eux-mêmes, effectivement, laisser traîner un bouquin, c'est très bien, ou le lire ensemble. Bien sûr, Avant justement l'adolescence, comme tu disais, avant cette période si particulière de l'adolescence, où il n'est pas forcément évident d'aborder ce genre de sujet, mais laisser traîner des livres et en parler assez tôt, évidemment, c'est la base. Et ne pas se cacher non plus. Parce que des petites filles, par exemple, qui ont leurs règles pour la première fois, qui se demandent ce qui leur arrive parce qu'elles n'ont jamais vu leur mère, c'est vrai, ou jamais entendu parler. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Mais même les petits garçons. Et je bien pense que sûr. c'est important aussi de dire aux petits garçons, oui, les règles, ça existe, etc. C'est pas non plus. Voilà, Bah, c'est c'est ce que je naturel raconte et dans le tout va livre aussi, bien. c'est que moi, j'ai fait un choix très personnel de le meuble dans les toilettes où il y a tous les trucs liés aux règles Ouais. n'a plus de porte. Depuis que Mm. mes enfants ont, je crois à peu près, je pense que ça fait quelques années maintenant, ça fait 3 4 ans, les choses, alors c'est bon, c'est pas de la déco géniale, mais on range à peu près correctement, mais ils ont un visuel sur le fait que dans la salle de bain, dans les toilettes, pour tout le monde, de manière accessible. Il y a à peu près Le tout le tampon. matériel, même les trucs que j'utilise pas, j'essaye de garder un stock au cas où ce soit nécessaire pour quelqu'un. Et c'est quelque chose dont on parle à la maison, évidemment, parce que toujours ces questions-là, en fait, qu'elles soient de l'ordre de l'intime ou de la sexualité, on attend le dernier moment. On attend le moment où on va être obligé de le faire, on sent que c'est une corvée, on sent qu'en plus, généralement, le dernier moment, c'est le moment où personne n'est disponible, c'est-à-dire même l'enfant, techniquement, au moment où on en parle, c'est le moment où il a peut-être pas envie d'en parler parce que c'est chargé émotionnellement pour lui ou elle. Donc en fait, il faut vraiment le faire au moment où où tout le monde est détendu avec ça. Et petit à petit, ça nécessite pas aussi ce truc, de ce cliché de la grande conversation sur la sexualité. Il y en a plusieurs tout au long de l'éducation. On leur apprend la Oui, il n'y en a conversation pas sur comment on fait qu'une. les bébés, la Ouais. conversation sur les règles et la Mm. conversation sur les capotes. Et le problème, c'est que c'est pas trois grosses conversations qu'il faut avoir dans sa vie, c'est Et une infinité de plusieurs petites petites, bien conversations sûr. avec des petits messages comme ça qui passent, pas avec un gros clin d'œil lourd, mais avec, bah, encore une fois, on en parle dans la vie parce que c'est normal, parce qu'il n'y a pas de problème et parce que c'est pas grave. Et ça change tout, vraiment, au long terme. Mes enfants ne sont pas adultes, donc je n'ai pas de recul là-dessus personnellement, mais on a du recul là-dessus en vrai sur des méthodes éducatives en fait, qui pareil, valorisent l'intelligence de l'enfant. Lucille, est-ce que justement, à l'époque, enfin, mon époque, il y avait Ducky Diffoul sur Fun Radio. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est vrai que, enfin, bon, moi, c'est vrai que la sexualité, on en parlait librement à la maison depuis toujours. J'ai jamais eu vraiment. Ma mère a été excellente sur ce coup-là. Elle a été exactement comme tu le dis, effectivement, comme tu le décris. C'est vraiment top. Maintenant, pour les jeunes de l'époque, les ados, c'est vrai qu'il y avait Doc et Diffoul sur Fun Radio et beaucoup écoutaient ça le soir. Et en écoutant les expériences des autres, le commentaire et justement le discours de Doc et Diffoul, ça permettait de dédramatiser certaines
certaines situations, on va dire. Qu'est-ce qu'ont les jeunes aujourd'hui comme alternative, à part YouPorn? Parce que j'ai discuté ça justement ce week-end avec mon fils. Pareil, moi j'ai fait comme ma mère a pu le faire avec moi. Et d'ailleurs, j'en parle dans À nos sœurs, nos mères, nos filles, dans le livre qu'on a coécrit avec Aurélie, de cette facilité à parler de sexualité. J'ai jamais eu de problème avec ça. Maintenant, des jeunes qui n'ont pas des parents justement ouverts sur le sujet parce qu'ils ne le sont pas eux-mêmes, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? Parce qu'au lycée, par exemple, ou même au collège, ils ont 2 heures d'éducation sexuelle, ce qui est quand même très très peu. Et donc, des parents qui ne savent pas en parler et qui n'ont pas la démarche d'acheter des livres, qu'est-ce qu'ont les autres jeunes en fait comme alternative, à part effectivement malheureusement YouPorn derrière? Bah, il y a plusieurs choses. Il y a les comptes Instagram de vulgarisation de pratiques sexuelles. Souvent aussi assez. Enfin, il y en a plusieurs qui sont très féministes. On a des choses vraiment très cool, assez engagées. Le Jouissance Club est un compte Mm. Instagram à l'origine. On a des choses pour les jeunes lesbiennes, on a Sappho Sutra. On a, enfin, il y en a plein, il y a Orgasme et moi, il y a Macha s'explique, il y a énormément de contenu de créateurs qui... Sako Sutra, c'est ça que tu as dit? Sappho Sutra. Safo. Ah oui, Pour, je sais pas si j'ai pour les compris. pratiques lesbiennes, c'est vachement bien. Ah d'accord. Et du coup, C'est pour ça que je connais pas. et donc tout ça, c'est des comptes qui sont illustrés avec parfois des petits textes ou des petits témoignages à qui on peut écrire. C'est des gens qui, évidemment, n'ont pas le temps de faire toute l'éducation sexuelle de tout le monde, mais il y a des moments où les gens peuvent partager leur expérience et poser des questions. Il y a donc Instagram est vraiment bien pour ça. Il y a enfin des livres sur le sujet, donc adaptés au jeune public. Il Mm. y a, moi je vais aussi, c'est un truc que je vais me mettre à faire quand ma fille sera un tout petit peu plus grande, mais il y a moyen aussi d'aller faire des groupes de parole de femmes, des rencontres. Il y a aussi une façon d'aborder la sexualité et son corps autrement, c'est-à-dire que bah, on est un peu de la même génération. Moi, en gros, quand il a fallu que je prenne la pilule, on m'a emmené voir un gynéco homme. D'une cinquantaine d'années qui a été odieux qui a utilisé un spéculum pour la première fois sur moi alors que j'étais pas prête. Ce qui est l'expérience d'énormément de femmes ces dernières c'est Mm. nos générations. Et on m'a foutu sous pilule de façon sans me proposer le reste. Il y Mm. a aujourd'hui, on sait très bien, et on sait que c'est le cas, possibilité d'avoir un suivi gynécologique, alors pas exactement pareil qu'avec un gynéco, mais un suivi de contraception et de bien-être sur son corps avec des sages-femmes, par exemple. C'est vraiment une approche différente. Il faut montrer à nos filles qu'il y a des personnes avec qui on peut en parler qui ne sont pas nos mères ou nos sœurs. Pas tout faire reposer sur le sac familial, mais qui Mm. peut être via des personnes de confiance, des personnes qui ont un peu de savoir. Et ça peut être, moi je crois vraiment, oui, au groupe de parole de femmes et à la création de. Alors après, c'est pas pareil quand on a que des femmes de générations différentes, mais c'est aussi intéressant et formateur de voir que toutes ces questions se posent aussi quand on a 50 ans, 60 ans, que c'est pas plus sale et que ça reste intéressant quand même. Je pense que vraiment, il y a plein de ressources. Tu parlais de Doc Eddie Fool tout à l'heure et c'est marrant parce que on en a parlé la semaine dernière encore. Moi aussi, j'ai adoré les radios de nuit, je trouvais ça génial. Et j'aurais adoré en faire dans ma carrière. Sauf que du coup, il y avait un truc à cette époque, c'est que c'était 2 hommes Oui. qui parlaient à des ados qui étaient principalement des hommes aussi, que Mm. les conseils n'étaient pas forcément toujours de très bon goût, dans le Mm. sens où il y avait quand même aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas dans le respect du consentement toujours, il y avait beaucoup de moqueries. C'est d'une autre époque. Euh, C'était une autre époque. c'était important parce qu'on parlait de sexualité, il y avait des adultes qui parlaient de sexualité avec des ados à la radio, Mm. mais quand on était une jeune femme, je suis pas sûre que c'était le meilleur matériel. Mm. Et puis bah, on pouvait Et tu espérer crois faire pas mieux, aussi quoi. parce que en moyenne entre femmes, je crois qu'on parle, et d'ailleurs pour en avoir parlé il n'y a pas si longtemps, il est plus facile entre femmes de parler sexualité, de règles, etc. Et de sexualité dans sa grande dimension, parce qu'effectivement on porte le poids de la peur de la grossesse, etc. Donc c'est nous qui prenons la pilule, blablabla. Alors que là, d'une certaine manière, oui, pour les femmes, pour les filles, c'était pas génial, mais pour les garçons, ça permettait une ouverture de, enfin, surtout une ouverture et une libération de la parole Bien sûr. qui n'ont pas forcément entre eux. Parce que je pensais que les garçons entre eux parlaient sexualité aussi, mais en fait, absolument pas. Ils sont là, je l'ai chopé, ça là, bref. Ils sont lourdingues, je pense, beaucoup. Mais derrière, le côté beau de l'affaire, ou comment faire jouir l'autre, comment même jouir soi-même, etc. L'aspect joli et beau et intéressant de la sexualité, je pense qu'ils n'en parlent absolument pas entre eux. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, peut-être que Doc Eddie Fou, d'une certaine manière, permettait de libérer la parole des garçons.
Je pense qu'il y avait une libération de la parole des garçons, pas fort. Enfin, il y avait aussi effectivement souvent des problématiques de peur de pas performer, de peur. C'était intéressant d'avoir cette fragilité-là et de l'exprimer. Après, c'était quand même aussi sous le ton de la blague. Donc du coup, enfin en semi quoi, et donc du coup, ça pouvait être, je pense, un peu difficile pour des personnes plus fragiles aussi d'écouter ça et de se dire on peut se moquer, machin. Mais de toute façon, moi je le dis dans mon travail féministe, je le dis dans mes livres de manière générale, le féminisme, il concerne tout le monde. Il concerne les hommes aussi. Et du coup, les avancées féministes sur les questions de sexualité, elles concernent les hommes aussi. J'en parle spécifiquement dans le Kama Sutra. Le Kama Sutra féministe, c'est pas uniquement pour que les femmes puissent enfin jouir dans une sexualité avec un homme. Ce serait bien, ce serait déjà une C'est énorme déjà bien, avancée ouais. pour les femmes. Mais le fait est que ce serait bien aussi que les hommes apprennent à prendre du plaisir déjà de base, quoi. Et on a un énorme blocage sur les zones érogènes des hommes, par exemple. On a un énorme blocage sur certaines pratiques liées à la prostate. Il y a une, ou sur l'érotisme, même de manière générale. C'est beaucoup plus facile pour un homme de pouvoir exprimer ses désirs à travers ses consommations pornographiques, et encore pas toutes, Non. mais que via justement une réflexion autour de son érotisme de manière générale. On a encore des gros blocages, et ça concerne les hommes, sur lesquels on a toutes et tous à y gagner. Je pense que vraiment, on est vraiment pas dans un truc où je ne parle que pour les femmes. Je parle vraiment aussi pour les hommes. Je parle aussi pour les jeunes garçons. On le voit d'ailleurs, on le voit avec le compte, par exemple, c'est Orgasme et moi, qui fait des rencontres avec des gens, donc des adultes. Dans différentes villes de France, il y a des petites communautés comme ça qui sont créées autour de ce compte Instagram. Il y a vraiment autant d'hommes que de femmes pour ce que j'ai vu moi. Et les hommes qui sont sur ce compte le disent eux-mêmes. Leur sexualité a été enrichie, leur rapport avec les femmes a été enrichi, toutes les réflexions sur le consentement, ça leur a fait du bien. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a évidemment toujours des hommes qui profitent de ces modes, qui profitent de ces trucs et pour leur propre plaisir sans se soucier de leur partenaire. Mais le fait est que toute cette éducation féministe, elle profite vraiment à tout le monde, et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire entendre encore. Quand on parle, tu vois, on parlait de l'importance que les jeunes filles puissent avoir un bon accompagnement dans la façon dont elles grandissent, qu'elles puissent avoir assez d'informations, que leur sexualité puisse être, leur culture sexuelle puisse être enrichie par du matériel pas agressif. Ça concerne aussi les jeunes garçons, parce que en vrai, voir des trucs hyper trash sur des tubes, ce qui n'est pas un problème en soi, ça peut être autant traumatisant pour une jeune fille que pour un jeune garçon. Mm. Se dire qu'on n'est pas capable d'avoir, ou déjà de base d'avoir une bite énorme, ou de bander autant, ou en fait il y a un manque d'information qui est aussi sur les méthodes dont le porno est produit, qui est que en fait comme c'est du spectacle, c'est Mm. quelque chose qui n'est pas faux comme ça a pu être dit à une époque, mais en tout cas mis en place pour que ça se passe de cette manière-là, avec des montages spécifiques. Et donc du coup, c'est quelque chose sur lequel les jeunes ne sont pas informés du tout. Après, là-dessus, pour revenir à la pornographie, tu vois, tu disais aussi dans l'éducation, moi je pense que ça va être... J'en parle d'ailleurs, je pense pas que la pornographie soit une chose négative, je pense juste que, un peu comme la consommation de manière générale, Oui, c'est on comme peut tout. aussi consommer de manière éthique et faire un acte citoyen, et citoyenne en l'occurrence, en donnant un peu d'argent pour acheter des pornos, du matériel pornographique qui soit produit dans des conditions safe pour les actrices et les acteurs, qui montrent des pratiques qui soient multiples, qui soient avec des gens queer, avec des gens gros, avec des gens de tous les milieux et de tous les... Voilà, autre chose, et voir pour certains des œuvres véritablement artistiques. Mm. Il y a Comme des, ce que fait Olympe de G, c'est ça? il y a Olympe de G, moi je pense en particulier à Carmina chez Carré Rose qui Mm. produit des pornos qui sont vraiment très bien. Je pense à Fort Chambers qui produit des choses qui relèvent vraiment de l'art, qui sont extrêmement érotiques et qui proposent des réflexions autour de l'érotisme Mhm. pornographique, mais avec une photographie exceptionnelle et vraiment, oui, des thèmes qui sont très très forts visuellement. Et tout ça, c'est des réflexions qui nous font grandir aussi. On sort de la culture de masse, mais en fait, un peu, c'est une culture de masse qui nous touche sur tous les points de la vie. C'est comme si on comparait le Nutella
et une très bonne confiture faite par sa grand-mère. C'est des choses sur lesquelles on est obligé de se poser la question. On ne peut pas tout reprocher au porno de masse qui existe et qui continuera d'exister. Il faut juste se dire, bah, du coup, fatalement, si le porno de masse existe, il existe quelque part un autre porno. Allons explorer, allons voir ce qui se passe. Et puis aussi, il faut se dire aussi, bah, ce que je consomme, il faut que je le paye. C'est mieux. Enfin, c'est mieux que les gens soient payés. Et du coup, si je le paye, peut-être que les gens sont mieux traités. Et ça pose vraiment cette question-là. Toutes ces questions-là sont intéressantes. Et le sexe n'a pas de vocation à être forcément gratuit. En l'occurrence, c'est pas le cas, puisque entre l'éducation qu'il faut faire à la sexualité, le matériel dont on peut avoir besoin, et là je parle plutôt de contraception, mais aussi de lubrifiant, il n'y a pas d'évidence à la sexualité. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se penche. C'est un vrai sujet. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la contraception masculine? Tu en parles dans le livre parce que celui-là. J'en parle pas parce que je parle pas pour l'instant dans ces livres-là de contraception à proprement parler. Mais je trouve que c'est un sujet qui est évidemment passionnant. Je trouve profondément injuste que les femmes aient la charge de la contraception. Après, je comprends aussi que enfin, je le sais en tant que femme, que le risque pose sur nos épaules à nous. Donc, il est évident que cette charge mentale pose sur nous. Par contre, et que du coup, le délégué, c'est aussi accepter que si ça merde, c'est un petit peu ennuyeux, mais pour nous, principalement. Donc je pense que cette question de la contraception, elle est vraiment intéressante. Là, on est en train de commencer, enfin, à avoir des réflexions autour d'une contraception qui serait plus gratuite. Pour des publics mineurs ou pour des gens jeunes, pour des étudiants. Ça, c'est une très bonne chose. Je pense que sur la contraception masculine, il y a des choses qui sont en train de se développer qui fonctionnent. Et que le problème qu'on a, c'est qu'on n'en discute pas assez, qu'on en fait des choses qui sont toujours un peu anecdotiques. Il y a l'anneau contraceptif pour hommes, quelque chose qui fonctionne. Qui marche très bien, ouais. Le système pour réchauffer les testicules. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Oui, mais il y a aussi ce slip, ça s'appelle le slip quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est bien un sous-vêtement. Et donc, il y a des choses qui existent et qui fonctionnent vraiment. Il faut juste en fait se pencher dessus. Et c'est pareil, on part de zéro, c'est-à-dire qu'on part avec un public masculin qui, à part la capote, ne s'est jamais posé la question et estime que c'est pas son problème. Et leur dire, bah, alors maintenant vous allez benchmarker tout ce qui se passe, essayer tout ce qui se passe. Nous, on l'a toujours fait toute notre vie, en fait. Donc, il faut faire de la pédagogie, il faut qu'on s'empare vraiment du sujet, et il faut qu'on s'en empare de manière aussi à tous les niveaux de la société. C'est-à-dire que tu parlais du cours d'éducation sexuelle, pour lequel, moi, je me souviens qu'on nous avait présenté un petit stérilet, une capote, une pilule, et qu'on nous avait expliqué vite fait le cycle féminin. Mais genre, c'est là qu'il faut rajouter 10 minutes sur la contraception masculine. Je ne veux pas faire peser ça sur les profs aussi, mais je pense que ça doit faire partie de ces cours-là maintenant parce que c'est une vraie alternative. Et puis il y a la question de la vasectomie qui est vraiment intéressante. Ça marche, c'est pas compliqué, c'est beaucoup plus facile de faire une vasectomie que de se faire que de faire pour les femmes. Les médecins sont beaucoup plus à l'aise avec la vasectomie. Il y a vraiment pas beaucoup de demandes. Mais non, tu sais pourquoi? Parce que c'est un truc de virilité à la con. Mais c'est ça. Ils se disent, ah bah si je fais ça, peut-être que je pourrais plus bander. Mais rien à voir. Mais alors ça coupe pas du tout le même canal. C'est une libération pour tout le monde. Ça protège pas des MST, donc il faut. C'est uniquement contraceptif, mais ça reste une énorme libération. Et quand on est dans un couple, qu'on a déjà des enfants et qu'on sait qu'on va possiblement ne jamais plus en refaire, et qu'on continue de faire peser sa charge contraceptive sur sa femme pendant 20 ans de plus, je trouve ça. Je vais pas dire criminel, mais je trouve ça assez abusif. Donc il faut vraiment, aussi dans le couple, dans la réflexion du couple, se poser la question, quoi. Et c'est compliqué en général parce que quand on se pose sur une contraception à un moment, on est parti pour 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Et même s'il y a des problèmes, comme c'est des problèmes depuis le départ, pour tout ce qui en l'occurrence va être les hormones et les femmes qui les supportent pas, on pense que c'est une fatalité. Il n'y a pas de fatalité sur la question des hormones. Il y a vraiment beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité à avoir un stérilet qui vous donne vos règles pendant 6 mois de suite. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut aussi qu'on ait conscience qu'il n'y a pas de fatalité à souffrir quand on est une femme, en fait. Il y a des choses qui vont être désagréables, il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire des ajustements, mais on a aujourd'hui assez de matériel pour se soulager de problèmes de mal-être de manière générale avec lesquels on n'a pas besoin de vivre.
Donc, Ouais, on n'est pas obligé de souffrir. On n'est pas du tout obligé de bah non, souffrir enfin, parce je qu'on veux est dire, des femmes. moi je fais partie de cette génération, j'ai vu ma mère, ma grand-mère, mes tantes souffrir toute leur vie de leur contraception, souffrir toute leur vie de leur cycle, ne jamais y voir un intérêt au cycle, non, mais une réflexion sur cette question du Mm. cycle, sur ce que ça peut t'apporter, sur comment tu peux te voir toi en tant que femme, comment ça peut t'apporter sur ton corps, optimiser ton cycle, enfin il y a plein de choses à faire aujourd'hui, on le sait bien, et on l'imagine pas une seule seconde. Vraiment, enfin, il y a 20 ans, on me disait, bon bah écoute, du coup, moi j'ai été malade toute ma vie avec ma pilule, mais c'est comme ça. Ça me paraît ouf, ça me paraît incroyable. C'est dingue. Ah oui, c'est dingue. C'est quand même incroyable. Et c'est vraiment des choses, mais ça l'est aussi, je pense que c'est des questions aussi sur la question des préservatifs. Il y a quelques années, il n'y avait pas autant de préservatifs sans latex, par exemple. Il y a quand même un nombre non négligeable de femmes qui sont intolérantes au latex Oui. et qui font des petites réactions. Ça va être un inconfort jusqu'à une réaction allergique, mais c'est souvent juste un inconfort. Ça ne vient pas juste du rapport sexuel, ça ne vient pas juste de la sexualité. C'est pas parce que vous ne vous êtes pas penché sur la question, mais essayez des capotes sans latex si vous vous sentez pas bien après les rapports sexuels, et peut-être que ce sera la solution. Mais encore une fois, il y a des solutions. Toutes ces petites Mm. problématiques où on se dit, bon, bah, c'est comme ça, il y a des solutions. Mm. Il y a une remarque là intéressante. C'est Mi Nguyen qui dit la répartition de la souffrance. Moi, je dirais justement un allègement de la souffrance. C'est pas parce que on a souffert ou souffert qu'on doit faire souffrir l'autre. C'est pas l'objectif de faire souffrir les hommes, loin de là. Je veux dire, dans ma formation de sexo que je fais actuellement, il y a un garçon dans ma promo qui a justement cet anneau contraceptif. Mhm. Et il le dit, il dit, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je mets ça 12 heures par jour, ça va. Enfin, je marche, je cours, enfin, tout va bien en fait. J'ai une vie normale. Mais voilà, et en plus, c'est contrôlé. Plusieurs fois par an, en effet, ils doivent faire un contrôle. Et effectivement, ces spermatozoïdes, enfin, il n'y en a plus, quoi. Je veux dire, ils sont inoffensifs. Donc tout va bien. Et le mec ne souffre pas, il n'a pas d'effet secondaire, à part effectivement cette contrainte de mettre cet anneau autour de son pénis et de ses bourses, mais vraiment c'est mis à la base. Alors il y en a pas qui disent oui, mais ça me gêne. Mais comme ça nous gêne aussi, des fois effectivement d'avoir des pertes de sang quand on a un stérilet qui va pas bien ou une pilule qui va pas bien. Je veux dire, bon bah voilà. Mais effectivement, on a tellement été habitué à porter ça que c'est pas grave, les gars, ça va bien se passer. C'est pas non plus une grande souffrance, c'est pas non plus un. Mais c'est à tester en tous les cas. Et c'est pour ça que j'aime en parler là, et je voulais en parler avec toi ce matin, parce que en effet, je pense que peu sont au courant que ça existe. Et c'est pas les hommes qui vont en parler entre eux, puisque de toute façon, il y en a trop peu qui le font. Mais encore une fois, ça doit passer par quelqu'un, ça doit passer peut-être par nous, les femmes, en parler à nos garçons et démocratiser cette idée-là qu'il n'y a pas que nous qui devons porter ce poids de la contraception. Et puis, c'est comme la vasectomie, comme tu disais très bien, couper cette idée que ne plus pouvoir faire d'enfant c'est être coupé de sa virilité. Rien à voir. On peut très bien ne plus pouvoir procréer, mais avoir une vie sexuelle incroyable et faire jouir l'autre sans aucun problème. Bien sûr, et probablement avec cette pression en moins, de se dire que s'il y a un problème, s'il y a un problème de capote, s'il y a un problème, c'est du stress en moins en fait. Si vraiment on n'a aucune intention de faire un enfant et il y a Mm. enfin aucun problème à ça, je pense qu'il y a plein de gens qui sont assez au clair avec ce qu'ils veulent faire ou pas dans leur vie et sur les prochaines années. Je pense que il n'y a pas de souci. Enfin, c'est vraiment s'enlever une problématique qui est très lourde et qui n'est lourde que pour son partenaire, sa partenaire. Et il y a ce truc vraiment très égoïste aussi de se dire, elles souffrent toutes depuis des années. Je pense que les hommes se rendent bien compte que nos contraceptions sont pas incroyables. On ne veut pas que ce soit notre tour. Je pense que oui, je connais pas de féministe et moi je suis féministe et voilà, je ne souhaite jamais ce que les femmes vivent aux hommes. Genre, Ah oui. vraiment, je ne le souhaite à personne d'ailleurs. Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, ma pire ennemie, Mm. personne. Je ne souhaite pas les galères qu'une femme peut avoir avec une contraception. Je ne souhaite pas le fait qu'on se sente aussi mal quand ça marche pas, les délais incroyables pour voir un gynéco pour faire changer son truc. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, vraiment, il y a pas de vengeance, il y a pas d'agenda guerrier quelque part pour rattraper des générations de souffrance. On a vraiment tout et tout à gagner à essayer de faire les choses intelligemment, égalitairement,
encore une fois, là, on parle de plaisir, on parle même pas d'un truc, on parle juste de quelque chose qui, au demeurant de base, est censé nous apporter des choses positives. Donc, c'est dommage que le prix à payer pour ces choses positives, ce soit un inconfort pour les femmes, une charge financière, une charge mentale et de la douleur. Repartons sur la sexualité, sur les pratiques sexuelles. Un peu plus fun comme sujet. Est-ce que tu as déjà essayé le tantra? Rien à voir parce que tu n'en parles pas dans tes livres, mais comme ça entre nous, est-ce que tu as testé le tantrisme? Alors, ça fait partie des pratiques que je n'ai pas encore testées, pour lesquelles je suis en train de faire des recherches, parce que ça m'intéresse, aussi pour explorer un peu. Je pense comme je le disais tout à l'heure, on gagne tout et tout à aller chercher aussi ce qui se passe, qu'on ne connaît pas encore, si on a un petit peu d'intérêt, d'appétence pour le sujet, évidemment. Non, je n'ai pas encore testé le tantra. Parce que moi aussi, c'est mon sujet. Ça viendra. Exactement. Revenons à Kama Sutra. Tu t'es basé sur quoi pour décrire ces 60 positions? Parce que dans le vrai tantra, je crois qu'il y en a 62 ou 64, si mes souvenirs sont bons. Ce bon vieux bouquin écrit au IVe siècle, il y en a 64 positions. Où sont passées les 4 dernières? Non, je plaisante. Tu t'es basé sur le vrai Kama Sutra d'origine pour écrire ce livre ou pas du tout? Alors, il y a différentes inspirations dans ce Kama Sutra, ce qui s'appelle Kama Sutra. Donc, à un moment, il fallait aussi respecter l'œuvre originale. Hein. Je ne vais évidemment pas tout lui retirer. Il y a plusieurs positions dont même les titres sont référentiels. Il y a l'étreinte du lait et de l'eau, qui est un nom original du Kama Sutra originel. Avec des très belles illustrations, on peut peut-être le dire. Oui, c'est Petite Bohème qui a fait les illustrations. Elles sont magnifiques. Elle est très très forte. Et puis, et du coup, donc, je me suis inspirée de certaines positions iconiques du Kama Sutra. Et puis, après, j'ai expliqué pourquoi je m'en étais détachée. Je l'explique dans le livre. Le Kama Sutra part du principe. Alors, déjà, il y a un rapport assez genré, très très fort dans le Kama Sutra, qui est donc pas celui que je défends. Il y a aussi des problématiques physiques. C'est très très lié à des postures de yoga ou à des postures où les gens sont extrêmement souples. On n'est pas tous aussi souples, assez clairement. En tout cas, moi, je le suis pas. Je fais un peu de yoga, c'est pas ouf. Et puis aussi, partait du principe que naturellement, la femme était plus petite et plus menue que l'homme. Donc, on avait des problématiques purement corporelles, comme ça, que je n'avais pas envie de perpétuer, parce que c'était un problème que j'avais vu dans d'autres Kama Sutras plus récents, et que pour moi, c'était trop facile d'imaginer les gens un peu comme des Legos, avec la femme plus petite, plus mince, plus fine, l'homme plus grand machin, donc il peut la porter, donc on peut faire ça, ça, ça. Et imaginer des emboîtements comme ça de gens qui correspondraient pas à une réalité plus globale. En fait, mon livre sur le Kama Sutra, il y a 60 positions dedans, mais il y a aussi de la réflexion sur les positions et sur la sexualité de manière générale. Et donc j'ai donné des indications pour des positions, et des petites réflexions comme ça sur des espèces de petites organisations érotiques, des petites mises en scène, des choses un peu amusantes. Et puis chaque chapitre essaye quand même de réfléchir sur donc le fait que la pratique sexuelle n'est pas forcément pénétrative, le fait que la pratique sexuelle ne finit pas forcément par une éjaculation, le fait que la pratique sexuelle n'est pas forcément à deux, ça peut être à plus. Que ça peut être... Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire vraiment autour de ça, et qui aussi est basé sur, pour moi, des choses importantes, c'est-à-dire le consentement, la communication. Parce que toutes ces pratiques-là aussi, pour moi, il y avait ce truc... J'avais le sentiment dans les Kama Sutras précédents qu'il y avait une sorte de... On achète le dictionnaire du Kama Sutra une fois dans sa vie, et puis quand on a un partenaire stable, quand on s'ennuie un peu, quand on en a marre de faire des missionnaires, on ouvre le bouquin à n'importe quelle page et on se dit ce soir, on fait ça. Et ça m'ennuyait beaucoup. Et puis des trucs évidemment infaisables. Donc du coup, et en plus on le vivait mal. Enfin, moi je l'ai mal vécu des fois. Ou alors on tombe du lit, c'est une cata, enfin je veux dire l'horreur. Et donc, ça arrive à quelqu'un, enfin ça arrive à plein de gens au moins une fois dans sa vie. Et donc je voulais aussi que ces suggestions, elles aillent aussi dans le sens de qu'est-ce qui nous fait vraiment envie, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui me fait envie, où est-ce qu'on peut trouver un point où on est d'accord, jusqu'où on peut explorer ensemble, est-ce que cette discussion on peut l'avoir dans 6 mois, parce que c'est aussi tout ça qui va autour de ce Kama Sutra. Et donc oui, il y a des positions, il y a des suggestions, évidemment, mais il y a aussi des petits textes à chaque fois où les ouvertures de chapitres sont vraiment des ouvertures plus globales. Pour moi, le Kama Sutra, il fait 500, 600, 1000 positions, 1000 suggestions. En fait, en vrai, même si on s'amuse bien et si on
on a une bonne communication, chaque fois le sexe est différent parce que c'est pas dans le même endroit, mais c'est pas aussi dans le même contexte, c'est pas aussi exactement pareil. Enfin, je veux dire, tout ça est beaucoup plus riche. Et puis le Kama Sutra d'origine, ça n'était pas que des positions sexuelles. Oui, Je montre des images qui sont regardables par tous les âges. c'est bien, merci. Je sais qu'un peu tous les âges. J'ai des copines de ma fille qui ont Instagram et je sais qu'elles peuvent regarder. Donc tu fais un peu attention. bon, Alors je crois que cette suggestion-là, elle est spécifiquement pour dans le cadre des. Je l'avais mis dans le cadre des soirées à plusieurs. Donc là, voilà. nous avons un exemple, mais imaginez que cette personne est autour de plein d'autres personnes. Voilà. C'est ça, mais on peut aussi le faire à deux, évidemment, et on peut aussi le faire pour soi. J'en parle de masturbation. On peut aussi se faire kiffer en ayant le sentiment d'être un peu sexy et de se rendre sexy pour se faire, pour donner du plaisir. C'est une très bonne chose. Mais du coup, je disais dans le Kama Sutra original, c'était aussi un guide relationnel pour le couple. Et donc il y avait plein de passages sur comment, alors à défaut de l'érotisme pur, mais de la drague, de la séduction. Mais de la séduction avec des codes de l'époque, donc pas ouf non plus quand même. Mais ce que je raconte dans mon Kama Sutra aussi, c'est que tout ça est aussi lié à une séduction permanente, à du désir, et qu'on n'est pas dans la performance, c'est très important de le dire. On imagine dans le Kama Sutra qu'on va se retrouver à faire des positions qui n'ont aucun sens. Le but, c'est justement qu'on laisse la discussion ouverte avec soi-même, avec l'autre, avec les autres, et qu'on se dise... franchement, là, je sais pas, l'année prochaine, je ferai bien ça. Est-ce qu'on n'organiserait pas ça? Parce qu'il y a des choses aussi qui nécessitent une organisation, c'est ce qu'il faut dire aussi. S'amuser avec la sexualité, c'est improviser, mais c'est aussi se dire que parfois, il y a des fantasmes ou des envies ou des désirs qui vont nécessiter, je sais pas moi, quelques semaines, quelques heures, quelques années d'organisation. Et ça, il faut le respecter aussi. Donc c'est vraiment plein de... Le but, le livre est assez fin, mais le but, c'est d'ouvrir tous ces possibles pour aussi poser une réflexion sur soi-même. C'est comme masturbation, d'ailleurs. Oui! On voit mon enthousiasme. Je les adore, des bijoux, hein. Ils sont très très beaux. Franchement, ils sont magnifiques. Et les illustrations, alors, je ne sais pas trop quoi montrer. On a un peu tout. Bon, il y a 24 heures sur 24. Oui. Et oui, c'est n'importe quoi, n'importe comment. Et tu parles des sextoys. Oui. C'est bien parce qu'à chaque fois, il y a une petite historique de chaque sextoy. Parce qu'il y en a certains, dont un qui date des années 60. Et attends. En effet, le Magic Wand est importé aux États-Unis depuis le Japon. Et qui, incroyable. Mais c'est incroyable cette histoire. C'est-à-dire que dans ce pays, au Japon, c'était interdit d'avoir un objet qui ressemble à un phallus, en fait. Interdit. Donc, il faut trouver une autre solution. Et les femmes allaient dans les magasins d'électroménager pour se procurer... c'était Hitachi qui vendait ce sextoy qui était un peu vendu comme un masseur. On le voit dans les vieux catalogues La Redoute, il y avait toujours une femme qui avait un wand sur la joue, ou dans le cou. Alors ça masse très bien, hein, au demeurant, parce que c'est quand même des machines assez redoutables en termes de vibration, c'est très très fort, donc du coup on peut se masser avec si on a envie. Mais c'était vraiment vendu au rayon électroménager. Aux États-Unis aussi, avant que ce soit approprié par les groupes de parole féministes et des réflexions autour de la masturbation. Mais initialement, celui-ci était conçu. Alors après, il y a aussi un avantage à ça, c'est-à-dire que Hitachi, la marque qui le vendait au Japon, enfin qui le produisait au Japon, l'a pensé vraiment comme du matériel électroménager, c'est-à-dire avec un moteur extrêmement fiable, avec des problématiques d'électroménager fortes. Et du coup, on n'avait pas un gadget, mais quelque chose qui c'est vraiment, enfin je vais dire c'est une machine de guerre, mais techniquement c'est un des sextoys les plus anciens, électrique ancien, mais hors des godes et tout qui sont donc vraiment très très anciens, mais qui perdurent en fait dans leur utilisation, même dans le porno, parce que on a quand même des difficultés sur cette pratique-là spécifique, c'est-à-dire la masturbation clitoridienne, à produire quelque chose de si fou en externe. On a depuis inventé donc les petits aspirateurs à clitoris qui marchent par ultrasons.
Voilà, ceux-ci. Il y a plusieurs marques qui en produisent aussi et qui n'ont pas la même stimulation, qui sont pas dans la vibration et qui sont pas dans le contact. C'est vraiment deux produits différents. On est vraiment encore au balbutiement de ce qu'on peut produire en termes de produits sextoys féminins. On est dans la réflexion, en fait. On est resté longtemps à croire que juste faire un phallus en n'importe quelle matière que ce soit d'ailleurs, pouvait suffire à donner du plaisir à une femme. Sur le clitoris et sur la façon dont le clitoris fonctionne, on est encore en train de balbutier, mais parce que tout ça, ce sont des réflexions très très nouvelles. Alors oui, c'est nouveau et ça c'est marrant parce que je l'ai appris justement en formation et c'est quand même incroyable d'être en formation sexo pour apprendre ça. En fait, on n'a qu'un plaisir clitoridien. On est toutes clitoridiennes, toutes. C'est le clitoris qui apporte du plaisir. Après, notre clitoris est grand, donc il nous apporte du plaisir à plein d'endroits différents. Il fait tout autour des lèvres, il est immense. Non mais c'est vrai, donc explorons déjà cet engin-là, très peu connu encore malheureusement. Parlons-en du clito. Vive le clito. Et surtout, non mais c'est vrai, et c'est comme les mecs qui bourrent, alors qu'en fait, le plaisir ne vient pas du vagin. Le vagin est moins énervé. L'anus est plus énervé en termes de sensations que le vagin. En fait, si on peut avoir du plaisir au niveau vaginal, c'est grâce au clitoris. Parce que le clitoris gonfle et appuie sur le vagin. Mais ça, qui le sait? Et si on ne nous le dit pas, c'est marqué dans aucun bouquin, ou rarement, sauf si on s'y intéresse, voilà. C'est tout. Je voulais faire ce point là-dessus. C'est des choses qui sont assez dingues à découvrir quand on a passé des années à avoir des espèces de shaming de clitoridienne ou vaginale. Les femmes clitoridiennes sont des femmes qui ont une sexualité immature. On entend du tout et rien sur la question de la sexualité. Et en l'occurrence, là, on se rend compte que déjà, on est toutes clitoridiennes. Et aussi que nos clitoris ne fonctionnent pas tous exactement de la même manière et qu'on n'est pas toutes réceptives de la même manière à nos stimulations clitoridiennes. C'est pour ça que la réflexion sur les sextoys est importante et que quand je dis que j'adore la baguette magique, spécifiquement le Magic Wand de Hitachi, c'est très personnel parce que je sais que c'est un type de stimulation qui ne va pas parler à une autre femme, qui va avoir besoin d'une stimulation non directe, ou qui va être interne et externe en même temps, et qu'aujourd'hui, on n'a quasiment pas assez de matériel pour explorer toutes les façons dont on pourrait prendre du plaisir. On est vraiment aux prémices de ça, et il y a aussi personnellement ce truc de se dire la façon dont je prends du plaisir, et c'est pour ça que la question sur la masturbation est primordiale, la façon dont je prends du plaisir est légitime, c'est la mienne, elle fonctionne comme ça. Et je peux, alors à défaut de l'imposer à mes partenaires, en tout cas pouvoir dire, si tu me fais le truc qui n'a rien à voir, ça ne marchera pas. N'essaye même pas. C'est important la question de la masturbation, en dehors du plaisir qu'on se donne soi et qu'on peut se le donner quand on veut. C'est aussi de pouvoir dire à un partenaire, tu pourras essayer tout ce que tu veux, je sais ce qui marche sur moi. Et en gros, je n'accepte pas qu'on m'utilise pour des pratiques qui ne me donneront pas de plaisir. C'est vraiment sortir de ce truc de du coup la sexualité pénétrative absolue et aussi la sexualité pénétrative qui va pas être dans un sens qui va aller dans notre sens aussi, parce que le but c'est quand même que tout le monde prenne du plaisir, c'est pas qu'une seule personne prenne du plaisir, et le but c'est pas non plus qu'on nous évangélise, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes aussi qui répètent ça, c'est genre tu n'as pas connu la bonne personne pour jouir par le vagin, tu n'as pas connu la bonne personne pour jouir par la sodomie. Peut-être qu'en fait si. Peut-être qu'en fait, ça n'arrivera jamais. Donc, en fait, il faut respecter aussi nos propres limites et nos propres expériences. Complètement. Mais ça, on peut le savoir que quand on expérimente soi-même, ça, c'est vraiment important de le dire aussi. D'où l'importance de la masturbation et de bien se connaître son corps pour pouvoir ensuite l'utiliser à deux, à bon escient, en tous les cas, avec ce qu'on sait de son corps. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée d'aller engueuler quelqu'un parce qu'il nous a pas, je vais chercher un exemple con, on a commandé un thé dans un salon de thé, il nous a pas infusé notre thé du tout comme on aimerait le boire, mais on ne sait même pas nous-mêmes soit faire ce thé, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de l'engueuler. Quand on se retrouve avec quelqu'un en face de soi qui n'a pas du tout notre mode d'emploi, mais que nous-mêmes on n'a pas notre mode d'emploi, c'est très compliqué d'aller dire après, bah merde, j'ai pas de plaisir. C'est pas quelque chose pour shamer les femmes que je dis ça, c'est juste que la logique veut que si vous voulez faire fonctionner quelque chose, bon, tout le monde ne lit pas les notices d'utilisation, mais à minima on essaye, quoi.
Et je pense que c'est vraiment important de se dire que la masturbation, il faut sortir de tous nos schémas de masturbation, de toutes nos images assez pornographiques de la femme qui se met dans une position, se caresse, et d'un seul coup le plombier arrive. Cette masturbation qui ne sert qu'à préparer quelque chose ou qui ne sert qu'à faire un spectacle à quelqu'un, mais une masturbation qui sert juste à se dire comment je fonctionne, ce qui est déjà la base. Et ça, pour Comment le je coup, il n'y a pas fonctionne d'âge pour le faire. Il n'y a pas de comment je honte à le fonctionne découvrir plus tard. et comment je fonctionne et comment je me donne du plaisir. Et sans rien attendre en retour. Ça aussi, Bien c'est sûr. important. Oui, parce qu'en fait, on ne peut Donc, pas faire porter ça sur quelqu'un d'autre. C'est important de le dire sur la sexualité. C'est très cool d'avoir une sexualité à deux qui fonctionne bien. Mais c'est vraiment pas le cas de tous les couples et c'est encore moins le cas toute la vie. Donc la seule personne sur qui vous pouvez compter pour prendre du plaisir toute la vie, c'est vous-même en fait. Et là, c'est pas lié à la contraception, les charges, les machins. C'est pas une charge mentale, ça. Ça, c'est un truc juste pour vous. Il faut vraiment se dire que oui, bah, la personne sur qui vous pouvez compter pour le plaisir, c'est vous. Donc, il faut prendre le temps, il faut se dire que c'est un vrai sujet. Et ça nous fait vraiment du bien au quotidien. Enfin, ça fait vraiment du bien. Il faut pas le mettre de côté, quoi. merci pour cet échange. On va être obligé d'arrêter. Malheureusement, alors c'est trop court, il va falloir qu'on refasse un autre live. Désolée. Parce que je voulais parler de ton coffret aussi, ton coffret Astro-Sexo. Oui, Pareil, sorti aux éditions Le Duc. Mais il faut qu'on en parle plus mieux que ça, que tu nous expliques comment s'en servir, etc. Je rappelle que jusqu'à demain soir, vous pouvez gagner ou un exemplaire justement de ton livre Masturbation ou ton livre, attention, Kama Sutra. Pareil, tous les deux sortis aux éditions Le Duc, que je recommande vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment bien fait, bien écrit. Les illustrations sont superbes et même peuvent être excitantes d'ailleurs. Non, mais c'est tant vrai, mieux. le visuel, on dit, ah ouais, enfin, bon, bref, je suis très visuelle, donc rien que de voir le dessin de la nana, tu dis, ah tiens, ouais, ça peut être sympa. Petit traité d'éducation aussi féministe à offrir à vos ados, même à des jeunes mamans, etc. Des filles et des hommes d'aujourd'hui. C'est important. Libérons la sexualité et vive le plaisir. Merci Lucille. Merci pour Merci ce à moment. toi. Et puis à bientôt, du coup. Merci d'avoir suivi ce Loin mais ensemble autour de la sexualité avec Lucille Bélan. Je vous recommande vraiment tous ces écrits, des podcasts aussi, je rappelle, c'est compliqué sur Slate, première et dernière fois, pareil sur Slate, et les lieux du sexe, entre autres aussi, tout ça sur Slate. Merci Lucille encore une fois, à bientôt, vraiment, t'es d'accord pour une deuxième fois? Oui, bien sûr. Chouette, alors à Avec bientôt. plaisir. Bonne journée, bonne fête de fin d'année. Ciao tout le monde, bye.